Sword and Baguette. Bonjour à tous et bienvenue sur Sword and Baguette. On continue les vidéos The Whole World de A à Z avec Cassic. J'espère que vous êtes chaud parce que là on rentre dans du lourd. Ouais. Là, d'habitude, on dit quoi? Enfin, on dit quoi? Non, on le dit pas, mais j'aurais préconisé petite bière, petit apéro tranquille, détendez-vous, ça va bien se passer. Bon, là, rajoutez le petit Doliprane quand même. Parce que là, on attaque un truc complexe, quoi. Là, c'est chaud, franchement. Chaud, mais on espère que tout ça sera un petit peu délié à la fin de la vidéo et que vous apprécierez ce contenu. On est Ouais, tout à parti? fait. Donc là on va vous parler de la première partie de la phase de mouvement, les deux premières sous-phases, qui consistent en un petit peu le nerf de la guerre pour The Whole World, c'est-à-dire les déclarations de charge, les réactions aux charges et les mouvements de charge. Donc on va essayer d'être aussi précis que possible. On n'a aucune idée au moment où on commence à tourner du temps que va prendre la vidéo parce que voilà, on a fait les slides, Cassie a super bien bossé par rapport à ça. Donc tout est de sa faute, hein, j'ai envie de dire. S'il y a une erreur, c'est de sa faute uniquement. Euh, Merde. mais non, voilà, c'est un point qui est important, parce que c'est un point qui est encore souvent un petit peu flou chez les joueurs, que ce soit les vétérans qui viennent d'autres jeux ou des choses comme ça, ou les débutants. Et encore une fois, le but c'est d'avoir des vidéos didactiques au maximum pour couvrir les différents aspects. Et donc on va commencer par voilà, la phase de mouvement, la première sous-phase, la déclaration des charges et les réactions aux charges. C'est ça. Déjà, la première chose qu'on peut dire qu'on avait déjà dit sur l'autre vidéo et qui, pour ma part, est encore vraie, purée, on fait des vidéos comme ça et on apprend des choses. Enfin, moi, personnellement, j'apprends des choses à titre personnel, ou du moins, je me réapprends des choses à titre personnel. Donc, c'est cool. C'est cool. Si on avait, Mm. si on faisait ces vidéos-là et qu'on voyait qu'au final, purée, mais en fait, pas grand-chose à dire, tout est limpide, tout est facile, peut-être qu'on les ferait pas. Mais du coup, là, on se dit, ouais, c'est vraiment justifié. Vraiment justifié. Donc effectivement, la première règle dont il nous parle au niveau de ces deux premières sous-phases, donc on est dans la phase de mouvement, mais deux premières sous-phases, donc déclarer les charges réactions aux charges et les mouvements de charge, on nous parle de la règle des 1 pouce. Donc en gros, zone d'interdiction autour des régiments et des figurines ennemies, où vous n'allez pas, vous ne terminez pas votre mouvement. En fait, on peut passer à moins d'un pouce d'unité, mais on ne termine pas son mouvement sur unité, à un pouce d'unité adverse. Il est précisé qu'en cas exceptionnel, vous tapez et vous résolutionnez ça. Voilà. Ouais, ou Il me semble qu'il y a en écrit ça, version vous tapez, orc, ouais. Il me vous semble, il me faites semble. une mêlée. Ouais, en fait, vous allez avoir énormément de cas où vous allez finir à moins d'un pouce d'unité ennemie que vous n'arrivez pas à charger. Donc, comme l'a dit Cassic, pendant le mouvement, c'est absolument pas grave. Par contre, on vous demande, une fois que les unités sont bien placées, une fois que les corps à corps sont faits, de faire en sorte que les unités soient à plus d'un pouce les unes des autres. Alors, ça ne veut pas vous dire que vous allez devoir louper votre charge parce que vous ne pouvez pas arriver à moins d'un pouce d'unité que vous n'avez pas pu charger, etc. On n'en est pas là. Mais en fait, ça vous dit simplement que une fois que les unités sont positionnées, prenez le temps d'espacer, de bouger du minimum possible les unités, de manière à ce que la règle des 1 pouce soit faite. C'est ça. Chose très importante sur The Old World, la règle des 1 pouce qu'on a eu dans d'autres versions, qui a été retranscrite dans des jeux homemade ou community made, comme le 9e âge, pour avoir pas mal de joueurs qui en viennent, attention, il n'y a pas d'obligation de rester à plus d'un pouce d'un infranchissable ou à plus d'un pouce des unités amies. Je pense notamment aux joueurs V8 qui peuvent avoir cette habitude. Cette règle-là n'existe plus. Vous pouvez vous coller vos unités, vous pouvez vous coller à l'infranchissable, etc. Ouais. Et tu vois, petite question qui me vient là. Est-ce que ça veut dire que du coup, ce nettoyage, je vais interpréter ça comme ça, ce nettoyage en fait de la règle des 1 pouce, on va l'adapter à quel moment? Est-ce qu'on va l'adapter à chaque fin de sous-phase? Ou est-ce qu'on va attendre la fin de la phase complète pour faire ce petit nettoyage? Tu préconises quoi? Moi, je le préconise de le faire à la fin de la sous-phase des mouvements de charge. Une fois que toutes les fuites ont été faites, toutes les Mhm. unités ont été placées, les roues ont été faits, les tests de panique pour les unités traversées ont été faits, etc. Ça permet de le faire au maximum. Alors bien sûr, idéalement, c'est de se placer au mieux, c'est-à-dire je fais ma fuite, je traverse une unité, je me mets à plus d'un pouce d'une unité ennemie, etc. etc. C'est le mieux, Mm. mais il y a des moments où vous allez avoir des unités qui vont bouger les unes après les autres. Tu vas passer à travers une unité qui va se faire impacter, qui va devoir faire une roue pour s'aligner, etc. C'est un jeu qui est malgré tout très dynamique, sûrement le jeu le plus dynamique qu'on a eu en termes de mouvement et d'alignement sur les différentes éditions de Warhammer Battle. Et donc forcément, il y aura un moment où vous devez vous dire, attends, on va faire les choses proprement, Mm. on se cadre et on le remet.
Et pareil, si vous ne le faites pas, il n'y a rien de grave, mais prenez-le en compte sur les autres moments. En fait, attendez pas que votre adversaire ait replié en ordre et cédé du terrain avec une autre unité. Ah, excusez-moi pour cette. J'ai pensé à couper le micro pour la quinte de tout, parce que sinon vous n'aviez plus d'oreilles. N'attendez plus que le tour soit fini, que les corps à corps soient finis et qu'on soit au niveau des poursuites pour dire ah oui, mais attends, souviens-toi, à ce moment-là, en fait, t'aurais dû être là. Non, c'est trop tard. Encore une fois, l'une des règles très importantes dans The Old World, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de retour en arrière. À partir du moment où vous avez lancé les dés et vous avez fini de déplacer une unité, vous n'êtes plus censé y toucher. Ouais. Il y a on vous demande d'être le plus clean possible avec la règle des 1 pouce. Faites-le dès que possible et comme ça créera pas de problème. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, oui, on va pas se frapper. Hein. Il est précisé qu'il faut se mettre d'accord, et c'est pour ça que c'est très important ce que tu dis. Se mettre d'accord, c'est toujours bien de le faire avant. Parce qu'après, généralement, ça pique un peu. Tu sais, tu vois, la fin, le tournoi, dernier jour, dernière bataille, on se met d'accord? Non. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la charge où tu te dis, tu mesures vite fait, tu dis au mec, ouais, t'es en terrain diff, tu vas prendre le plus bas, ouais, en gros, c'est une charge à double 6, quoi. Et puis le mec, il fait d'accord, il lance les dés, il fait double 6. Et là, tu lui dis, ah non, mais quand je disais ça, en fait, non, ça veut dire que. C'était à vue Non, de nez, quoi. clairement, prenez le temps d'être C'est propre, ça, et comme exactement. ça passera très très bien. Exactement, exactement. On démarre dans le Alors, les dur? déclarations. Ouais, on rentre dans le dur. Déclarer les charges et réactions aux charges. Donc, comment ça se passe? On va commencer par déclarer les charges. Donc, en fait, toutes les déclarations de charges vont se faire les unes après les autres. Donc, le joueur va dire, le joueur dont c'est le tour, le joueur actif va dire cette unité charge ça, cette unité charge ça, cette unité charge ça. L'adversaire n'a pas à réagir à ce moment-là. Ce sont bien des sous-phases différentes. Donc, dans ce cas-là, vous allez vérifier si les charges sont possibles. Vous ne pouvez pas déclarer une charge qui est impossible. Et vous devez désigner qui va charger et bien identifier pour l'adversaire. Il y a plein de techniques pour ce soir. Il y a des tokens. Hein, encore une fois, n'hésitez pas. Chez les partenaires de la chaîne, vous avez Custom Wargame qui vous propose des accessoires en bois, en MDF, qui sont très intéressants pour ça. Sur TCW, vous avez plein de tokens aussi plein d'accessoires qui peuvent être bien. Tenez en compte vos unités frénétiques et impétueuses. On rappelle, une unité frénétique doit déclarer une charge s'il y a une charge faisable, et une unité impétueuse, au moment de charger, au moment de la déclaration des charges, au moment de cette sous-phase-là, si vous êtes à portée de charge, vous devez lancer un dé. Sur 4+, vous avez le choix. Sur 1, 2 ou 3, vous devrez déclarer une charge. Notez aussi que contrairement à d'autres éditions ou à d'autres jeux, vous n'avez pas une obligation de charger l'unité ennemie la plus proche, vous avez une obligation de déclarer une charge sur une unité éligible. Donc ça peut changer des choses, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller dans le mur juste à côté de vous. Et comme je le disais, l'adversaire ne va pas réagir. La seule interruption que vous allez avoir pendant votre phase de déclaration des charges, en fait c'est juste annoncer que telle unité va aller à tel endroit, telle unité va à tel endroit, c'est une fois que vous avez annoncé votre unité, si votre unité cause la terreur et que l'adversaire n'est pas immunisé à la terreur, il doit faire son test de terreur au moment de la déclaration. Donc il y a un jet de dés qui va interrompre ça. Et de la même manière, si votre unité ennemie cause la peur et qu'elle a une plus grosse PU que vous, une fois après que vous ayez déclaré la charge, vous devez lancer les dés, faire le test de peur, encore une fois si vous êtes éligible, parce que si vous êtes immunisé à la peur, à la psychologie, etc., vous n'avez pas à tester, si vous causez la peur, etc. Et c'est la seule chose qui va interrompre en fait votre sous-phase de déclaration des charges. On rappelle les conditions pour déclarer une charge, des choses évidentes, mais ne pas être engagé au corps à corps, ne pas être en fuite ou ne pas s'être rallié pendant ce tour. Et évidemment, encore une fois, c'est pas un détail, mais il faut avoir suffisamment de mouvement pour déclarer la charge avec la portée de charge maximale. Qu'est-ce que c'est que la portée de charge maximale? C'est votre valeur de mouvement plus 6 plus les éventuels bonus. Dans les éventuels bonus, on a, si vous avez la règle rapide, votre portée de charge est augmentée de 3 pouces, même si c'est D6 sur votre mouvement, c'est 3 pouces pour la déclaration. Vous avez des règles comme le zèle du croisé en croisade errante qui fait plus 1 à la déclaration. Voilà, l'ensemble de ces bonus fait que vous allez pouvoir monter votre portée de charge. Exemple tout bête, une unité d'infanterie de base qui n'a pas de bonus, qui est avec un mouvement de 4, parce que c'est des humains,
va pouvoir déclarer à 4 plus 6, 10 pouces. Donc si l'adversaire est à 10,1 en prenant en compte le terrain, les roues, voilà, tout ce qui peut arriver, il ne pourra pas déclarer. Si l'adversaire est jusqu'entre 1 pouce de lui et, enfin même à 0 pouce, on ne sait jamais, mais à moins de 10, enfin jusqu'à 10 d'unité, il peut le faire. Unité de chevalier bretonien, c'est 7 ou 8 de mouvement, c'est 8, hein, vous n'avez pas de Ouais, caparation. c'est ça, c'est ça. 8 de mouvement, 6 de déclaration de charge, donc on passe à 14, à la règle rapide, donc pourra déclarer 17. jusqu'à une unité qui a 17 pouces. Mhm. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là où c'est un petit peu particulier, et là on commence à rentrer dans le cœur de The Old World, c'est totalement interdit, sauf si on ne peut pas faire autrement. Donc pour les amateurs du code du travail, c'est comme le travail sur échelle. Donc vous n'avez pas de charge multiple possible, vous n'avez pas le droit de le faire, sauf si c'est le seul cas possible. Et que en faisant votre mise au contact, vous allez forcément toucher plusieurs unités. Donc déjà, ça commence à être un petit peu compliqué, parce que dans quel moment on peut dire, bah, mais dans quel moment il n'y a pas un monde où je ne peux pas en charger qu'une seule. Bon, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que par défaut, vous pouvez pas dire je charge toute l'armée adverse avec une grande ligne, une line hammer de 50 piétons, mais vous allez avoir pas mal de cas où en effet, votre unité est suffisamment large, ou en faisant vos roues d'alignement, vous savez que vous allez toucher. Dans ce cas-là, vous devez déclarer en charge multiple. Dans tous les cas, et c'est le plus important de cette phase de cette sous-phase, enfin de ces deux sous-phases, mettez-vous d'accord avec votre adversaire avant que le moindre dé ne soit lancé. Ouais. Et ça changera tout et ça s'améliorera grandement. C'est ça, je suis complètement d'accord. Ça peut sembler des rappels un peu bêtes, hein. Même pour nous, en fait, on est obligé quand on écrit de s'imposer d'écrire des choses en fait qui sont évidentes. Mais il faut voir qu'il y a d'autres jeux où vous allez pouvoir, notamment 40K, c'est surtout en V8 que je jouais, où on pouvait effectivement déclencher, dire je charge sur, mettons, 3 unités en fin de compte, et bon, si t'arrives à en toper une, c'est bon, quoi, tant que t'es dans ta distance de charge. Là, c'est vraiment différent. Il y a une réelle conséquence à rater une charge, donc c'est une règle à vraiment prendre en compte et à appliquer. Je plus sois aussi quand tu dis que prenez votre temps à jouer, et même prenez votre temps à déclarer ce que vous faites. On sait que la règle rapide, par exemple, il faut l'annoncer. Ça peut Pour paraître lancer les bête, dés. mais avant de lancer les dés, dites-le. Ça arrive à tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde. Et encore une fois, je pense que c'est important de le dire, parce que des fois, on a un petit peu une confrontation entre le jeu optimisé et le jeu en mode détente. Mais franchement, on peut l'adapter dans les deux, ça dépend comment on voit les choses. Même en mode détente, c'est quand même pas plus mal de jouer proprement, et bon, même si c'est compliqué, parce que il faut une connaissance des règles importantes et tout ça. Mais concrètement, c'est plus sympa pour tout le monde. Mettons, vous oubliez d'appliquer le rapide et vous ratez la charge de 1, puis au dernier moment, ah oui, mais en fait, j'ai le rapide. Bon, il y a toujours le petit truc de se dire, pour une charge, c'est pas si gênant que ça en vrai, hein. Mais quand vous allez Sur les avoir des fuites, compris. conséquences réelles sur les fuites et tout ça, honnêtement, vous allez regarder votre adversaire va vous regarder et va dire, ouais, bon, allez, vas-y, fais-le. Ou il va vous dire non, le fais pas. Et en fait, clairement, ça peut créer une petite zone un peu embêtante où on va se dire ouais, j'ai laissé passer ça, ça se trouve en fin de partie, il me laissera pas passer mon truc. Ou... Et ça, en vrai, que vous soyez en jeu égal ou en compète, bah, ça peut créer des frictions dans les deux cas. Donc ouais, c'est très important ce que tu dis. Effectivement, je suis complètement d'accord. Et puis un petit rappel, hein, mais le fair play, le fait de jouer dans les règles, c'est une partie intégrante du fair play. Un joueur n'est pas fair play s'il triche ou s'il se trompe dans les règles par définition. Mm. Donc, alors bien sûr, vous avez la chaîne Sword and Baguette pour apprendre à jouer au mieux. Mais pour tous les malheureux qui ne sont pas encore sur la chaîne, pensez à eux et soyez le plus clean possible pour leur montrer le bon chemin et aussi leur montrer le lien pour la chaîne. Hein. Pensez à liker, abonner et partagez-vous. Abonnez-vous et partagez. Pardon. C'est ça, c'est ça. Alors du coup, effectivement, les 3 possibilités qu'on va avoir, donc là, c'est plus, voilà, c'est plus lié aux réactions possibles que vous allez avoir durer une charge. Donc bon, vous allez soit avoir la possibilité effectivement de tenir la position, pour lequel il y aura des conditions, tenir la position et tirer, ou sinon la possibilité de fuir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir annoncer. Donc comme disait Adrien, comme disait Corbac, en fait, on va vraiment jouer, on va essayer de jouer proprement. Donc vous allez annoncer toutes vos charges, vous allez identifier toutes vos charges en disant voilà, celle-là charge là, celle-là charge là. Petite chose importante que je voulais dire tout à l'heure, effectivement aussi, c'est peut-être pour moi un des aspects très compliqués de jeu sur table, qui est peut-être moins embêtant sur des simulateurs.
mais il y a cette notion de une charge doit être réalisable, doit être possible. Et des fois, honnêtement, on s'en rend pas trop compte, ça nous est déjà arrivé quelques fois en rapport de bataille. On s'imagine qu'une unité va pouvoir très facilement aller au corps à corps. Donc immédiatement, on rentre dans des principes de est-ce que je fuis, est-ce que je fais un maintien et tir. On aurait tendance en fait à aller assez vite en besogne. Et finalement, on se rend compte au moment où vraiment on fait la charge, eh ben, que la charge, elle était limite, slash, elle n'était pas possible. Ouais. Donc sur table, c'est pas si évident que ça de le faire proprement. On a tous la technique, on met un dé, on met un truc derrière la figurine pour pouvoir la repositionner correctement. Euh, mais effectivement, avant tout ça, pour les charges où vous dites ça va être un petit peu limite, essayez avant de commencer à aller sur les autres phases, ou de continuer du moins ces sous-phases, vraiment de déterminer si réellement vous pouvez faire la charge, en comprenant la manœuvre effectivement que vous allez faire et les mouvements, les terrains, les debuffs si vous en avez, les buffs si vous en avez, tout ça. C'est pas facile à faire sur table, mais franchement, faut le faire. Parce que derrière, c'est revenir sur beaucoup de choses si jamais la charge n'est pas possible et ça peut être un peu agaçant. Je l'ai vu encore hier sur une partie contre de l'elfe Sylvain. En fait, je suis sûr que ma charge est possible. Et en fait, simplement, au moment de faire la roue, et vraiment, il y avait aucun monde où on s'imaginait que c'était pas possible. En fait, au moment de faire la roue, il y a un pouillem qui passe pas, et on se rend compte qu'en fait, il me faudrait faire 2 roues pour charger. Et donc là, avec mon adversaire, spontanément, lui, il m'a dit, bon, en fait, la charge est impossible. Je dis oui, et donc en fait, on a simplement annulé le truc. Alors là, encore une fois, on était sur simulateur. Sur simulateur, c'est juste annulé, donc voilà, Mm. c'est pas compliqué de revenir en arrière. Mais dans d'autres cas, en physique, c'est un peu plus compliqué, donc des fois, il faut arriver à prendre le temps. C'est pour ça qu'on vous recommande toujours d'avoir quelques plateaux de mouvement en plus, équitables avec vos unités. Comme ça, vous pouvez commencer à les placer pour essayer de voir au meilleur si la charge est possible, si l'unité elle peut charger, si une fois que vous êtes positionné, vous êtes sur le cadre d'une charge multiple, etc., etc. C'est ça. Au niveau des réactions, parce qu'on n'en était que là, en Ouais. effet, tu l'as bien dit, il y a les 3 plus courantes, tenir sa position, étirer et fuir. Il y a d'autres réactions en charge, on a notamment la contre-charge, on a la fuite-feinte, on a le tir et fuite, mais ça on en parlera quand on sera dans les règles avancées, c'est-à-dire dans les règles spéciales d'unité. Tout à Au fait. niveau de tenir sa position, c'est la plus simple. Vous ne faites rien, donc la condition c'est de ne pas être en fuite. Si vous êtes déjà en fuite, vous devez fuir automatiquement. C'est obligatoire si vous êtes déjà engagé. Donc en fait, une unité engagée au corps à corps n'a pas de possibilité de se barrer directement. Et attendre, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous devez attendre la résolution de la charge adverse. Pour le tenir sa position et tirer, c'est très particulier. Vous devez avoir des armes de tir. Alors attention, vous ne pouvez pas maintenir à tirer avec une arme de souffle. Bon voilà, c'est comme ça. Et là où c'est le point où il y a le plus souvent une erreur dans le jeu, on vous demande d'être au-delà de la valeur de mouvement du chargeant. On ne fait pas attention à la distance réelle de charge. Donc si votre adversaire est à un mouvement de 5, que la distance au plus court entre les deux figurines, c'est 5 pouces, mais qu'en fait sa charge, elle serait de 9 parce qu'il doit faire une énorme roue, c'est les 5 pouces initiaux qui comptent. Et ça, c'est vraiment contre-intuitif, mais c'est l'élément central. Il n'y a pas de portée max, donc ça veut dire que même si l'adversaire vous charge à 18 pouces ou 19 pouces, que c'est un volant, un dragon volant, si vos armes sont portées 12 pouces, vous n'avez pas de contrainte, vous pouvez quand même maintenir et tirer dessus. Encore une fois, pour ça, on ira voir dans les jets pour toucher, etc., de ce que ça crée. Une fois que vous avez effectué vos tirs, vous comptez comme ayant tenu votre position. Vous n'avez pas et point important, vous le verrez dans la vidéo juste après, qui parlera des tests de panique. Les tirs de contre-charge ne comptent pas, enfin ne créent pas de test de panique pour l'unité qui charge. C'est pas un détail. Par contre, comme vous le verrez dans la partie corps à corps, les points de vie que vous faites en maintenant et tiré, les points de vie infligés compteront dans la résolution de combat du combat en tour. Le combat du tour, pardon. Ouais. Chose importante, en cas de si vous avez plusieurs unités qui vous chargent, vous pouvez parfaitement maintenir votre position et tirer sur une unité et maintenir sur l'autre, y compris si la deuxième unité est trop courte. Alors c'est un cas que j'ai eu en tournoi fin janvier. J'avais une unité de harpie qui était à 3 pouces d'impact du chapti de tir. J'étais dans son dos, donc j'ai mouvement 10, donc pour moi j'allais annuler le tir de contre-charge. Et comme ça, j'avais mon unité mon gorgon qui était de front, qui pouvait charger. Je me suis dit, bah voilà, je vais lui annuler son tir de contre-charge parce que je suis trop près. Et donc, je vais pouvoir charger tranquillement avec mon gorgon. Ah bah, les règles ne sont pas écrites comme ça.
Et, et en fait, vous allez pouvoir déclarer unité par unité. Donc dire, bah, je maintiens ma position contre le gorgon, enfin ou contre les harpies dans ce cas-là, et je maintiens et je tire contre le gorgon parce que je suis à plus de 7 de la figurine. Donc voilà, c'est pas un détail. Pour moi, c'est un petit peu contre-intuitif et c'est un petit peu en opposition avec les notions voilà, les petites notions de stratégie qu'on avait dans d'autres éditions. Mais encore une fois, The Old World est écrit comme ça. Croisons les doigts, il y aura peut-être une fac ou un changement de jeu là-dessus. Moi qui aime bien prendre l'adversaire de flanc, etc. Bref, avoir un gameplay d'homme bête, je suis vraiment en faveur de ça. Classic, qui joue beaucoup plus souvent des Gun aura bien sûr un avis totalement différent sur cette question. Moi, je trouve ça tout à fait logique. C'est ça, en fait. Voilà, de toute façon, c'est le jeu. Hein. Il me semble qu'il y a des gens qui ont une formule par rapport à ça et qui ont lancé un projet Hammer, French Hammer, quelque chose. On joue au jeu, monsieur. D'accord? Voilà. On joue au Mais jeu. faisons court. Quand je jouerai une armée de corps à corps, je pourrais changer de discours. Exactement. Ça m'arrange, donc j'ai le droit de le dire. Voilà, c'est comme ça. Mais ouais, effectivement, je suis d'accord. Bon, pendant que tu t'étouffes, effectivement, donc la possibilité de fuir, ben ça, évidemment, faut pas être engagé au corps à corps. Si vous êtes engagé au corps à corps, vous pouvez pas profiter de ce moment-là pour vous désengager. Et puis, si jamais vous êtes en fuite, il n'y a pas de je suis en fuite, donc je me fais charger, donc je me retourne. On pourrait imaginer un monde où ça existe, mais pas sur le monde de Warhammer. On ne détaille pas plus que ça, effectivement, comment va se passer la fuite. Bon, grossièrement, vous faites un pivot 180 de centre à centre, et puis vous allez fuir de 2d6, dépendamment des règles, et éventuellement rajouter des règles, des règles en plus, des bonus en plus, pardon, pour ce mouvement de fuite. Mais ça, on va le détailler un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'on rentre pas plus dans les détails. On essaye de rendre cette vidéo digérable. Après, on dit ça, mais il est possible que ce soit la diapo suivante. Tout à fait. Allez, on y va, c'est parti. Même pas, purée, j'avais tort, Ouais, j'avais non. tort. Le mouvement de charge. Bah écoute, là, c'est le moment où tout se fait. Donc, on va lancer les dés pour déterminer la distance effective de la charge. Donc, par défaut, on va lancer 2d6 en retirant le plus bas, sauf indication contraire. Les terrains difficiles et dangereux sont une exception. Dans le cas d'un terrain difficile ou dangereux, on prendra le jet le plus bas. On y ajoute sa valeur de mouvement. Et si on a la règle rapide, on peut ajouter un d6 supplémentaire. Donc, attention, vous allez lancer 2d6, prendre le plus élevé, et après lancer le dé de rapide. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est au pire des cas de lancer un dé de couleur, ça vous coûte rien, pour dire, bah, voilà, ça c'est mes 2 dés de charge normaux, ça c'est ma règle rapide. Pourquoi il faut bien séparer? Bah évidemment, si vous faites, typiquement vous lancez 3 dés, vous faites 6, 6 et 1, bah, le mec qui lance, il va avoir envie de dire que 6 et 1, c'est son jet de charge, et son rapide, c'est le 6, donc ça lui fait plus 12 à son mouvement. Le mec qui est en face va dire non, non, ça fait 6 et 6 au dé de charge et 1 au dé de rapide, donc ça fait que plus 7. Donc voilà, faites les choses le plus proprement possible. Si vous lancez 3 dés en même temps sans différencier, bah, ça sera à votre défaveur. Voilà. Vous avez d'autres bonus aussi, hein, ou des bonus de plus 1 à la distance de charge, de plus D3 selon les unités, etc. Encore une fois, faites bien la différence par contre entre le jet de charge, c'est-à-dire les 2d6, qui sont dans certains cas relançables. On pense notamment aux cavaliers bretoniens qui peuvent relancer les Les as 1, ouais. sur les jets de charge. Le dé rapide n'est pas un jet de charge, c'est un modificateur. Donc par exemple, un bretonien ne relancera pas son as sur un jet de rapide. Mm. En cas de résultat insuffisant, c'est-à-dire mouvement plus jet de charge plus le modificateur, l'éventuel modificateur, si c'est insuffisant pour atteindre l'adversaire, la charge est dite ratée et votre unité va se déplacer de la valeur du jet de dé uniquement. Donc le jet de dé plus l'éventuel bonus. Vous n'ajoutez pas votre valeur de mouvement à cette charge-là. J'ai un petit doute qui m'envahit, je te demande de m'éclairer, j'ai peut-être mal géré la relecture. Mais à culpa si c'est moi qui ai fait l'erreur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un -1 aussi dû au terrain, tu sais, sur ta caractéristique de mouvement? Y a pas ça aussi? Ouais, Il me semble, tout hein. à fait. Il me Si semble, j'ai ton loupé, je unité crois. traverse un terrain difficile ou un terrain dangereux, Mm. en plus de prendre le plus petit DG, tu vas retirer un point à ta valeur de mouvement. Donc, une unité par exemple qui a mouvement 5, en terrain difficile, on serait 2d6 et prendrait le plus grand. Si elle charge à travers un terrain difficile, en terrain découvert, pardon, ce Oui, sera oui. 5 plus 2d6 en prenant le plus grand.
Si c'est à travers un terrain difficile, ça sera donc 5 moins 1, 4, plus 2d6 en prenant le plus bas. C'est ça, c'est Donc ça. ça fait une grande différence. Notez aussi que vous avez la règle mouvement à couvert, qui vous permet de ne pas avoir le moins 1 de mouvement à votre jet. Par contre, vous prendrez quand même le plus petit dé pour la charge. D'accord. Et bien de toute façon, je profite de manière crapuleuse de ce moment-là pour vous dire si jamais vous voulez aussi qu'on fasse des vidéos, une fois qu'on aura fini avec ça, on a encore des grosses vidéos à faire hein, sur les phases, hein, phases et sous-phases. Hein. Mais si vous voulez qu'on fasse, si vous êtes intéressé par des vidéos comme ça sur les règles un peu spécifiques liées au décor, liées au, voilà, on peut pas non plus tout aborder comme ça dans les vidéos, parce que sinon je pense que là les slides on en aurait à peu près autant que de pages dans le bouquin. Mais voilà, non, je profite un peu de ça pour vous dire, n'hésitez pas sous ces vidéos-là et même les autres vidéos, de nous soumettre un peu des idées de vidéos, ou des idées de On a bien contenu, ce sera avec compris, plaisir. vous voulez une vidéo sur les tirailleurs, vous inquiétez pas, on a compris. Mais c'est pas moi qui la fera. Mais qui va pouvoir la faire? JB, s'il te plaît, aide-nous, JB. L'appel du pied, tu sais. Enfin bon. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Je me rappelle On peut même plus passer avec à mes la conneries suite. si on avait déjà fini, tu vois. Allez, c'est parti. Les règles à respecter durant la charge. Alors, la règle, la priorité 0, et ça je l'avais dit dans une vidéo récente, ne l'oubliez pas, votre obligation c'est de tout faire pour la réussir. Donc s'il y a un monde où vous le passez, ok. Vous avez différentes obligations. Alors, est-ce qu'elles sont prioritaires les unes sur les autres? Est-ce que c'est global? Est-ce que... on s'en fout. Dans tous les cas, la priorité, c'est de réussir votre charge. Et avec le mouvement que vous allez faire, vous allez devoir maximiser le rang combattant en effectuant la distance la plus courte possible. Et une fois que vous êtes impacté, vous allez devoir vous aligner. Avec pour seule manœuvre possible, une roue qui peut être effectuée à n'importe quel moment de cette charge. Au début, pendant la charge, une fois que c'est fini. Vous n'avez pas de possibilité de minimiser votre charge volontairement, c'est-à-dire en fait de la louper volontairement, en tout cas si les dés vous permettent de le faire. Vous n'avez pas d'optimisation pareil pour saboter une charge. En gros, si une charge vous permet de toucher une unité en coin, dans ce cas-là, vous n'avez qu'une seule figurine qui sera en contact, cette charge est légale. Vous n'avez pas, si l'adversaire vous dit, bah non, non, tu loupes, parce que comme si tu devais maximiser, tu devais toucher 5 figues, et bah là, t'en touches qu'une, tu maximises pas, ça échoue. Non, non. À partir du moment où votre jet de dés vous permet de contacter l'unité en question, quelle que soit la manière, c'est une charge réussie. Après, c'est juste de l'ajustement d'unité, avec les pouces que vous avez en plus pour maximiser au max, tout en bougeant du minimum. Et comme on le disait, voilà, vous avez une roue qui est gratuite, on s'appelle la roue d'alignement. À une époque, on appelait ça fermer la porte. Une fois que le premier contact avec la cible est fait, vous avez un alignement à l'aide d'une seconde roue qui, cette fois, est gratuite. Alors, elle est gratuite et par défaut, on ne la compte pas. Alors, c'est plus par convention de jeu, parce que c'est pas très clair. Elle ne compte pas pour savoir quelle est la distance réelle que vous avez fait pour votre charge. Ça aura un impact pour tout ce qui est règles spéciales, comme les touches d'impact, etc. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Vraiment considéré, alors moi ça fait partie des trucs oui, qui étaient pas complètement clairs pour moi, et ouais, ça clarifie la chose. Effectivement, une charge est considérée réussie dès lors que tu as réussi cette mise en contact. Donc mise en contact, effectivement, quand n'importe quel bout de ta figurine, en fin de compte, enfin de ton régiment, quoi, vient commencer à toucher n'importe quel bout de l'autre. Vraiment la mise en contact, le premier contact, quoi. Et puis après, effectivement, il y a est-ce que l'alignement peut se faire ou pas, mais du coup, la charge est quand même déjà réussie à ce moment-là, ouais, tout à fait. Ouais. Alors pensez qu'au niveau de la maximisation du rang combattant, on compte en termes de nombre de figurines. Ce qui veut dire que si vous chargez typiquement une figurine qui est solitaire, vous irez toujours au plus court dessus. Par rapport aux alignements, etc. Vous n'avez pas commencé à slider sur le côté en disant bah c'est bon, là mon dragon, je voudrais qu'il soit un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Non, à partir du moment où ta distance au plus court ou qu'une distance plus élevée te fait toucher le même nombre de figurines ennemies, tu dois aller au plus court. Ouais, ouais. Et la règle est vraiment pas anodine, et au final on remarque que ça évite beaucoup de choses. Ça évite beaucoup de choses. Si on peut éviter de passer par là, si c'est plus long de passer par la forêt, mais que finalement vous vous dites ouais, mais là si je fais la charge passer par la forêt, elle rate. Parce que finalement t'as fui ou t'as une réaction qui me plaît pas trop, je préfère la rater. Non, non, non. Et tant mieux, parce que si ça se trouve, la charge serait même impossible avec les règles et tout ça. Donc Ouais, c'est ça. cette règle elle peut Donc on vous sembler dit bien en basique, mais fait toujours réussir.
Ouais. Toujours On méfiant. vous dit bien de voir, en fait, avant de déclarer votre charge, si vous allez, devoir passer par un terrain et cetera. Mmh. Le problème, c'est que de par l'obligation de maximiser le rang combattant, il y aura des moments où la charge au plus court passera en dehors du terrain, parce que bon, bien sûr, quand tout est carré l'un en face de l'autre, ça va, mais sur une table, c'est un peu plus compliqué. Donc il y aura des moments où, oui, votre charge au plus court sera en terrain dégagé, et elle peut être très simple. Et il y a des moments où, bah ouais, si vous devez maximiser, vous allez passer dans le terrain difficile. Encore une fois, ce qui compte, c'est de réussir la charge. Donc si au plus court, vous passez dans le terrain dégagé, que vous touchez qu'une seule figurine, la charge sera réussie. Si avec les jets de dés que vous avez fait, c'est-à-dire en prenant le plus bas et en ayant moins 1 en mouvement, ça vous permet quand même de réussir votre charge et de toucher plus de figurines adverses, vous devez le faire, vous pouvez le faire, mais c'est pas une condition qui va vous faire échouer spécifiquement votre charge. Mmh. Tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, on continue. Ah! Ah! Et dis-moi, c'est quoi une rouge, ami? Non, franchement, ça peut sembler bête, mais il y a des mots comme ça qu'on va utiliser et qui, je pense, ouais, sont pas forcément. Quand t'entends roue, ah oui, c'est rond une roue, quoi. Voilà. Donc grossièrement au niveau du bouquin, le bouquin est quand même très très bien fait, il nous explique bien. Donc dans la roue, ben, c'est un mouvement qui peut sembler facile, mais qui est pas si facile que ça à exécuter proprement sur une table. C'est pas comme le fait d'avancer tout droit où vous évitez trop de faire slider votre régiment comme ça, puis vous avancez. La roue, c'est pas si évident. En fait, il faut vraiment qu'il y ait un coin qui ne bouge pas. Et ensuite, en Oui. fait, vous allez bouger du mouvement que vous voulez, en fait, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, ce que vous voulez, quoi. Que ça soit sur le mouvement de charge ou un mouvement d'ailleurs. Mais c'est pas si facile que ça à exécuter si on veut le faire proprement. Donc petit instant publicitaire, mais comment fait-on pour effectuer ça de manière propre? Je te laisse dire le nom de cette beauté, vu qu'elle vient de ton imagination. Qu'est-ce que Ah, cela? The Old Wheel. The Old Wheel, donc un petit outil qu'on a fait ensemble pour faire des roues. Donc en plus, le truc est cool, que tu as mis des aimants, etc. Donc il y a vraiment le maximum d'informations. Alors, on va jusqu'à combien de figurines? 7 figurines de large? Quelque chose comme ça? Ouais, Pour ça les, va dépendre, ça va dépendre de la taille du socle. Cette figurine, c'est le 25 du coup. C'est ça, vous avez ouais. le petit numéro qui indique Donc voilà, le nombre de pour francs, des rangs de 7. l'unité de francs. Globalement, en fait, ce qu'il faut retenir sur The Old World, comparément à d'autres versions, en fait, on prenait la distance faite par la figurine qui bougeait le plus dans l'unité. Actuellement, ce n'est plus le cas. On prend simplement la distance faite par la figurine à l'opposé du coin qu'on Mm. a vu. Donc là, vous pouvez le voir en fait sur l'unité qui bouge, qui fait sa roue. En fait, vous allez mesurer la distance. Le coin qui est fixe, c'est le coin gauche, avant gauche. Et donc, on va mesurer l'unité par rapport au mouvement de la figurine à l'avant, à droite. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais vous avez plein de dessins comme ça qui expliquent un petit peu les mouvements que vous allez faire. Et là, la roue, enfin l'outil qu'on a mis en place, l'idée c'est simplement en fait de venir bloquer ce coin. Et quand on va venir un peu bouger avec l'unité, on va vraiment bouger que ce qu'il doit se déplacer. Et en fait, le point qu'ils ont entouré là ne bougera pas. Ça permet en quelque sorte, en fait, ce qui est bien, encore une fois, c'est vraiment assez difficile à faire sur table. L'idée, c'est pas d'être j'allais dire le mot, le N-word. T'as vu que je suis noir, je peux dire N-word, et il y a un doute. On sait pas, tu sais, si je Ah, il y a un parle... doute, du coup, ouais. Tu vois, on sait pas. C'est bien, Non, mais j'ai le droit de nazi, le on peut le dire. dire, hein. Nazi, on peut le dire. Nazi, on peut le N-word, dire, c'est non. vrai. Ah, nazi, on peut le dire, allez, c'est Ah, pas, c'est pas le dire, gênant. on peut le dire, ça va, ça va. Et ouais, en fait, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est vraiment, bon, déjà, vous allez faire une roue propre, bon, ok, mais c'est surtout que si jamais vous voulez revenir dessus, bah, c'est assez facile, en fait, compte. Vous le faites pareil dans l'autre sens, vous revenez dessus. Des roues, autant sur informatique, tu le disais tout à l'heure, avec des outils comme Warhol et tout ça, c'est hyper simple. Aller faire ces mouvements, revenir dessus, tout ça. Honnêtement, quand vous avez des charges complexes, et que vous êtes là en train de bouger, revenir, voilà. On parle même pas de la personne qui intentionnellement se dit tiens, je vais faire exprès de bouger, puis je vais me remettre là où je veux. Vraiment, même en bonne foi, les mecs, faites un test. De toute bonne foi. Vous avez une unité dans un endroit, vous faites une manœuvre, vous voulez revenir, voilà. À mon avis, vous n'êtes pas vraiment à l'endroit où vous vouliez. Donc ouais, tous ces outils, ça va servir à ça aussi, à essayer d'être propre et le plus régulier possible. Mais écoutez, instant publicitaire fermé. Si vous voulez trouver ça, vous l'avez effectivement sur la boutique.
Ça nous fera très très plaisir, faites-nous un coucou. Et puis on espère surtout que si vous utilisez des outils comme ça vous sert réellement et qu'ils sont efficaces. En tout cas pour nous ils le sont. Et puis les retours qu'on a sont positifs. Donc ça fait plaisir. On continue. Après, voilà, si vous êtes un nerd addict et que vous savez commencer à mesurer des mouvements angulaires, il n'y a aucun problème, hein, les formules sont connues. Je m'étais amusé à le faire sur Excel à un moment, avant qu'on développe l'outil. C'est chiant. Voilà, on va pas se mentir, c'est méga chiant, mais voilà, si vous avez une petite appli qui vous mesure ça, vous pouvez très bien l'utiliser. Ça sera toujours pas clair parce que vu que vous allez devoir bouger de 1,87 pouces pour. Tu viens avec un moment. compas. Tu viens avec un compas, Voilà, tu fais des traits sur le tapis. Après, tu fais pareil de l'autre côté. T'imagines Phil, tu vois, un tournoi de Domazan là qui arrive. T'imagines Phil qui voit un mec mettre des coups de compas sur ses tapis. Je pense qu'il le décalque au mur. C'est clair. Ah bon, bref. On va passer à la suite. Au niveau des arcs de charge, ce qui est important, c'est de déterminer les arcs de la cible de la charge. Donc en fait, vous allez regarder par rapport à l'unité qui reçoit. Donc en fait, vous allez prendre son premier rang, enfin ses flancs, ses côtés, etc. Pardon, pas que le premier rang. Et vous allez comparer par rapport au premier rang de l'unité qui charge. Donc c'est ce qui va faire que vous allez arriver sur le flanc, sur l'avant, etc. On fait un petit rappel, c'est que les unités de tirailleurs sont considérées comme ayant un arc frontal de 360 degrés. Donc littéralement, ils n'ont que des arcs avant. Et en cas de doute, c'est-à-dire de trucs pas équitables, où on se dit, ouais, mais attends, là j'ai 51,9, non, je suis sûr que t'as que 49, machin, la charge est au bénéfice du défenseur, donc ce qui donnera le moins d'avantages en termes de résolution. Donc, s'il y a un problème entre front et flanc, ben, ça sera de front. S'il y a un problème entre flanc et dos, ça sera de flanc. S'il y a un avantage entre front et dos, je vois pas comment c'est mathématiquement possible, mais encore une fois, avec les tirailleurs, tout est possible. Charger à travers un terrain, on en a parlé, vous allez souvent avoir des terrains difficiles ou des terrains dangereux. Comme on l'a dit avant, vous allez prendre le dé le plus bas sur le jet de charge et -1 la caractéristique de mouvement si vous n'avez pas la règle de mouvement à couvert. Et si 25% ou plus de l'unité finit sa charge dans ce terrain, elle sera désorganisée, donc n'aura pas de bonus de rang. Encore une fois, les unités avec ordre dispersé, open order, n'ont pas ce malus-là. Les règles de base sont écrites pour les unités avec le close order, l'ordre serré. Pour les obstacles linéaires bas, on fera une vidéo complète pour expliquer le fonctionnement, une fois que Game Workshop aura sorti sa fac mi-annuelle, donc à mon avis, la vidéo, vous l'aurez pas avant juillet ou septembre. C'est ça, c'est clair. Et on remarque, petite aparté aussi, hein, honnêtement, c'est pas plus mal. On a commencé à expérimenter ça avec Corbac. On s'est fait livrer des trucs là de chez Green Stuff World, des trucs néoprène là qui sont beaucoup utilisés chez 9e âge. Et honnêtement, c'est juste top de jouer avec ça parce que franchement, vous imaginez, vous tapez une charge à travers des éléments de décor que vous avez fait qui sont très beaux, tu sais, quand on fait des éléments de décor un peu travaillés maison et tout ça, tu vois. Mais va faire tenir ton unité sur un truc comme ça. Et ouais, on commençait à se dire pourquoi pas utiliser ces néoprènes là pour vraiment le truc qui reste sur la table. Par-dessus, on met nos décors qui sont jolis, on se fait plaisir. Mais comme ça, dès qu'on a ces petits moments-là, où en fait, il va falloir pendant un temps maintenir l'unité dessus, même pour les collines, hein, se poser la question pour les collines, c'est vrai que c'est plus joli une colline, vraiment, tu sais, avec le terrain escarpé et tout, c'est joli. Mais purée, en termes de règles et d'utilisation, c'est pas si évident. Donc ouais, combiner le néoprène et les jolis décors, ça semble être un truc très sympa. L'empreinte 2D pour l'empreinte au sol et les décors dessus pour l'immersion et l'aspect visuel. Clairement, c'est très qualitatif et c'est ce qui permet, je pense, d'avoir le meilleur des deux mondes entre voilà, ce que Game Workshop nous vend, où ils jouent des armées sans plateau de mouvement sur des magnifiques tables avec des décors limite figés sur la table, et 9e âge où là par contre, ouais, c'est un petit peu plus linéaire, on va dire, niveau tronche des tables. C'est ça. Mais on peut créer un truc au milieu qui peut être utilisable aussi pour 9e âge, hein. Un truc créé un petit peu entre les deux mondes qui peut être assez intéressant. Oups là, attends, est-ce que j'ai pas passé 2 slides là? Non, c'est pas ça. Non, on y va, la charge désordonnée. Charge désordonnée, alors vous avez différentes conditions, mais celle que vous allez avoir sur le mouvement de charge, ça va être quand la mise au contact est possible, donc vous allez commencer à toucher l'unité adverse, mais l'alignement avec la roue gratuite est impossible. Dans ce cas-là, l'ennemi peut s'aligner, c'est-à-dire que s'il en a la possibilité, il doit le faire. S'il n'a pas la possibilité de le faire, il peut y avoir un trou, alors c'est pour ça qu'on a mis pas d'autres trous en formation.
On note que l'unité qui est chargée, qu'elle puisse s'aligner ou pas. Dans tous les cas, la charge compte comme ayant réussi. Donc vous ne pouvez pas dire, bah non, du coup, il y a un trou, du coup la charge est loupée. Et dans tous les cas, il n'y aura pas de bonus d'initiative dû à la distance de charge. C'est bien uniquement que le bonus d'initiative qui disparaît en cas de charge désordonnée. Alors, attention, vous êtes un bretonien, forcément c'est une autre vision. Mais ça, encore une fois, c'est les règles spéciales. Ah, ils ont Donc qu'à pas c'est se tout mettre à fait en... Ils ont qu'à pas se fer de mettre en fer lance. de lance, et puis voilà. Il y en a La qui avaient formation prix essayé... gare à la maison, elle est pas terrible. Il y en a qui avaient essayé, c'était pas Mini Wargaming qui avait fait une vidéo comme ça, où ils avaient essayé de jouer les Brotos sans les mettre en fer de lance. Ça me parle, ça, C'est au tout SM Battle début. Report. C'est SM Battle SM Report? Battle Report, où le gars disait ouais, le fer de lance, t'as pas tant d'avantages que ça. Franchement, c'est chiant. Et bah tiens, il y a Eladriel aussi, le genre de 3 qui passait son temps au début à dire ah, franchement, le fer de lance, c'est pas si fou, etc. Bon, une fois qu'il a joué d'autres armées ou qu'il a commencé à jouer avec des unités de cavaliers en largeur, donc qui prennent un nombre de pouces incroyable pour faire une roue, etc. Là, d'un C'est seul ça. coup, bizarrement, C'est au vrai, c'est tournoi vrai. suivant, je l'ai revu en fer de lance. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais comme quoi, l'expérimentation. Mais c'est bien, il faut lire les règles, il faut voir ce qu'on en pense. Mais c'est vrai que c'est hyper manœuvrable. Un fer de lance, c'est un truc de fou. Mais concrètement, t'as 60 mm, et après tu manœuvres comme tu veux. Puisque tu commences au dire. Enfin bref, petit aparté, je te laisse poursuivre. On peut passer à la diapo suivante, on va pas rester Allez, trop c'est longtemps parti. sur la charge désordonnée. Ça arrive tous les La jours en suite, plus. vous vous souvenez, il y a 5 diapos, quand j'ai dit c'est la diapo suivante? Voilà, j'avais raison. Elle est là. Donc si vous avez déclaré une fuite, eh ben, en fait, l'unité ciblée va déterminer son mouvement de fuite, donc c'est 2 bases 2d6 plus ou moins le rapide. Notez que les terrains difficiles n'affectent pas ces éléments-là, tout comme les mouvements aléatoires, etc. La valeur de mouvement n'affecte pas, c'est bien 2d6, et si vous avez la règle rapide, vous pouvez choisir d'ajouter un d6 supplémentaire. Donc l'unité qui est mise en fuite ou qui a choisi de fuir, donc soit suite à un test de terrain, en ce cas-là c'est pas volontaire, ou parce qu'elle a décidé de fuir en réaction à une charge, elle a le droit à un pivot qui est gratuit. Ça, ce pivot, le fait de se retourner est gratuit, et elle effectue son mouvement de fuite en ligne droite. Donc encore une fois, on est sur du centre à centre, donc vous allez faire la ligne entre le centre de l'unité qui charge et le centre de votre unité, c'est l'axe selon lequel votre unité va devoir fuir. Les seuls pivots que vous pourrez faire pendant votre fuite, ça sera pour contourner les infranchissables. Si elle termine son mouvement sur une unité, elle va dépasser cette dernière. Si c'est une unité ennemie, elle doit finir en plus à plus d'1 pouce. Donc en fait, elle va avancer totalement. Il y aura 1 pouce entre l'arrière de son rang et l'unité ennemie. Et dans ce cas, les figurines qui ont traversé une unité ennemie perdront à chaque fois 1 point de vie sur un jet de 1, 2 ou 3 sur un D6. Donc en fait, vous lancez un dé, vous avez une chance sur 2. Donc en fait, voilà, c'est en cas d'échec sur un 4+. Si c'est une unité ennemie que vous traversez, eh ben, je vous envoie à la vidéo qui sortira plus tard dans la semaine sur les tests de panique. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, là. On devient youtubeur ou pas, là? C'est ça, c'est ça. Continuez à regarder nos vidéos, s'il vous plaît. Non, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique. Donc, les règles de terrain dangereux s'appliquent. Donc, les tests de terrain dangereux s'appliquent sur les fuites. Encore une fois, pas les règles les malus sur le mouvement. Si vous avez une source de fuite qui est multiple, c'est-à-dire que vous êtes chargé par 2 unités et vous choisissez de fuir, vous allez fuir en face de celle qui a la plus grosse PU. Si elles sont équivalentes, ça va être joué aléatoirement. Donc vous avez une chance où ça se barre pas vraiment en sucette là où vous le voulez. Et encore une fois, vous ne pouvez faire qu'un seul mouvement de fuite par phase de jeu. L'élément qu'on voit le plus, c'est je charge une unité, enfin j'ai une unité qui cause la terreur. Je charge une unité, elle loupe son test de terreur, elle fuit. Du coup, j'ai l'information, comme c'est immédiat au niveau de la résolution, que l'unité a fui. Si je charge avec une deuxième unité, l'unité en question devra toujours rester en fuite. On l'a vu avant, elle ne peut pas déclarer autre chose. Elle n'a pas le droit de refaire un second mouvement de fuite pendant cette phase. Donc, si vous la touchez, elle sera morte. C'est pour ça que c'est très intéressant de commencer vos déclarations de charge par les sources de terreur, et inversement aussi par vos unités qui peuvent louper un test de peur pour avoir accès à l'information le plus rapidement possible. C'est ça. C'est ça, c'est ça. D'où le combo avec les hommes bêtes, avec le Gorgon qui est juste génial. Gorgon Pumba, ça passe très 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 bien, c'est génial ça. Gorgon Pumba, Gorgon Char, Gorgon tout. Avec du Gorgon, tout passe très bien. Ouais, Gorgon. Et t'as la troisième vague, c'est l'enfant du chaos géant. C'est-à-dire le mec a tenu son test de terreur,
Du coup, il dit c'est bon, je peux fuir. Là, tu fais enfant du chaos, mouvement aléatoire. Blam. C'est bon, ça c'est l'idée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, on est effectivement dans le cas de figure où on se disait, et encore une fois, parce que j'ai bien envie de faire le lien avec ça, des fois je me dis, on traite trop, on met trop de différence entre, ouais, mais ça c'est ça c'est vraiment que pour si t'es en tournoi, tu veux te prendre la tête, tu veux ceci, tu veux cela. Bah, pas forcément, parce que même si vous êtes avec un pote, au moment de la fuite, si votre copain il a pas dit je mets le rapide ou je mets pas le rapide, il peut y avoir un petit blanc. Parce que concrètement, comme tu l'as dit, effectivement, il va falloir que tu dépasses. Dès lors, si tu tombes sur une unité à toi, il va falloir que tu dépasses ton unité. Si vous êtes proche du bord de table, déjà la question va se poser. Même s'il n'y a pas d'unité à vous à côté, la question va se poser, est-ce que vous n'allez pas sortir de table, donc être détruit. Si jamais vous avez des copains pas très très loin, et que vous vous dites là sur mon jet, il y a moyen que je touche mon unité amie, et que votre régiment est tellement gros que quand vous allez dépasser votre unité, vous sortez, la question va se poser aussi. Voilà. Donc le Encore une fait de fois, dire rapide ou pas rapide, mesurez, c'est bien de le préciser. mesurez avant de tout lancer, mettez-vous d'accord. Ça va très vite de dire, bah écoute, voilà, je mesure, je suis à 14 de mon unité, donc si je fais jusque 14, je suis avant, si je fais 14 ou plus, je devrais traverser. Ça vous Mm. coûte pas grand-chose. Pareil, déclarez avant en cas s'il y a un bord de table. Ça ne vous coûte rien de mesurer, ça vous coûte très peu de Mm. temps par rapport au temps que vous allez gagner en cas de discussion juste après, en disant, bah voilà, en ligne droite, je suis à 14 du bord de table. Si je fais plus de 14, je sors. Si je fais moins de 14, je suis sur la table. Ou bien sûr 14, 14,1, etc. Avancez avant de lancer les dés. Une fois que les dés sont lancés, il y aura toutes les discussions du monde. C'est Et ça. vous allez voir, le joueur qui sur le papier est super sympa, et une fois qu'il vous dit ah bah je suis à 7 du bord, il lance les dés, il fait 7. Et d'un seul coup il dit ah oui non mais j'ai dit 7, mais en fait avec ça machin. Non. Là vous pouvez être sûr que le mec essaye de vous en gratter une petite. Voilà, c'est pas méchant, on a tous notre petite. J'ai failli essayer de donner un pseudo, quel enfoiré. On a tous nos petites mauvaises habitudes. Mais donc voilà, quand on n'a pas envie de perdre, hein, quand on n'a jamais envie de perdre, forcément, les distances évoluent. Il n'y a pas que le temps qui est relatif. Dans le wargame, il y a aussi les distances. Donc voilà, soyez clair au plus simple, mesurez avant de lancer, mesurez Ouais, c'est ça. avant de déclarer, et comme ça, il n'y a aucun problème. C'est ça. Surtout que là, effectivement, on l'a dit, hein, c'est pas comme la charge où effectivement vous pouvez. Il y a toujours le truc de se dire ouais, mais le dé rapide, je l'avais identifié, ceci, cela, bref. Euh, Là, vous allez vraiment additionner les 2 D6. C'est-à-dire que si vous lancez vos 3 dés de la même couleur, à part votre bonne foi, si mettons, même entre potes en fait, hein, je veux dire, je m'imagine, hein, vous êtes entre potes, vous jouez, il n'y a pas trop d'enjeux. Si le truc c'est de dire ouais, mais nous entre potes, au pire, si une unité devait sortir, eh bien en fait on la fait pas sortir. Ouais, mais dans ce cas-là, tire pas le G et juste mets la Oui, figurine où tu veux. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que même en fait, en partie entre amis, ce truc-là de dire, vu que tous les dés vont compter, il va vraiment falloir tous les additionner. Voilà, même là, en fait, il va falloir être clair. Et c'est pas gênant d'être clair. Et entre guillemets, il y a une phrase qui revient beaucoup dans le bouquin, et il faudrait peut-être. Et là, c'est même pour moi, je dis ça, hein, parce que moi, je suis complètement dans le type de joueurs qui vont oublier, en fait, de faire gaffe, de l'annoncer avant, tout ça. Mais c'est peut-être aussi à nous, quand on l'oublie, de prendre sur nous et de dire, bah écoute, j'ai tiré, un peu comme est précisé dans certaines règles, et bien, à l'avantage du défenseur, enfin de l'autre joueur, quoi, et ben je le ouais. prends, et puis tant pis, la prochaine fois je ferai attention. Là, soit tu vas me rattraper parce que j'ai pas mis le rapide et j'avais oublié de le dire, soit j'ai mis le rapide alors que j'aurais pas dû, et en fait c'était évident qu'avec le rapide j'allais sortir. Et ben écoute, tant pis pour moi, c'est rigolo, parce qu'on est en narratif, ou il faut être sérieux parce qu'on est en tournoi. On le fait, la prochaine fois je ferai gaffe, et comme ça on passera tous un bon moment, ça sera plus clair. Comme quoi ça peut s'adapter dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de séparation. Sur Le ce... conseil que je vous donne, c'est notamment en tournoi, c'est un truc que je fais toujours, c'est ma technique du caméléon. Sur ma première phase, j'oublie toujours volontairement quelque chose et je le dis à l'adversaire. Soit il me dit dommage, et auquel cas, bah, pas de problème, on va jouer au plus proche des phases. Soit il me dit non, non mais vas-y, il n'y a pas de problème, auquel cas, il n'y a pas de problème, on va passer une bonne game. C'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement, exactement. Mais tu sais, c'est un principe en fait qui bien souvent est trop attaché au jeu narratif, au jeu à la cool, mais qui est un principe extrêmement vrai, donc qui est plus difficile à adapter hein, quand vous êtes en tournoi, mais c'est votre cercle de joueurs en fait qui fait à quel point vous allez pouvoir vous amuser ou pas. Mais c'est vrai, et c'est facile, c'est évident de dire que c'est vrai en fait dans un circuit à la cool.
Mais en tournoi, vous avez des tournois en assaut où en fait vous allez sélectionner qui vient au tournoi, hein. Et ça sera la même chose. Vous allez sélectionner des gens sympas, des gens cool. Bon, au bout d'un moment, si vous oubliez tous vos trucs et qu'à chaque fois vous prenez la solution qui vous arrange, cool ou pas cool, à un moment donné, c'est vous qui allez être viré du cercle des mecs cool pour le tournoi. C'est surtout Ouais, ça. c'est exactement ça. Mais, Bisous la blacklist de Sword and Baguette qui est montée à 3 personnes. Félicitations à eux. donc bon, l'idée c'est vraiment voilà, de passer un bon moment et on est sur un jeu où il faut penser à plein de choses. Il y a des conséquences énormes parce que la létalité pardon, est assez basse et ça se joue à peu de choses. Donc voilà, on essaie de passer un bon moment et de s'améliorer au quotidien. Voilà, voilà, c'est beau, putain, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Du coup, la redirection de charge. Je t'en prie. Redirection. Donc, si l'unité adverse a fui, en fait, vous allez avoir deux choix. Donc, le premier choix que vous allez avoir, c'est de rediriger votre charge. Donc, une fois que l'adversaire a fui, si vous avez une autre charge qui est déclarable, typiquement une unité qui était potentiellement chargeable avant quoi que ce soit, ou qui a été libérée par la fuite de la première unité, vous faites un test de commandement pour valider la redirection. Si échec, vous devez obligatoirement poursuivre l'unité qui est en fuite, donc ça vous passerez au choix numéro 2 qu'on verra juste après. Si vous le réussissez, en fait vous allez pouvoir rediriger, c'est-à-dire redéclarer une charge contre une nouvelle unité qui pourra réagir, mais dans ce cas-là, elle ne pourra jamais maintenir et tirer, elle ne pourra que tenir sa position ou fuir. Et si cette nouvelle cible fuit elle aussi, là dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de rediriger à nouveau, il faudra poursuivre les fuyards. Et donc dans ce cas-là, les fuyards, c'est bien la deuxième unité, pas la première. Mais dis-moi, comment allons-nous déterminer ce jet de commandement? Et en fait, test de commandement, donc c'est selon la meilleure caractéristique de votre unité, donc 2d6, et vous devez faire égal ou moins à votre valeur de commandement. Notez bien, pour les joueurs de 40K, une réussite, c'est quand c'est inférieur ou égal. Ce n'est pas supérieur, comme dans la version actuelle. Or, supérieur ou égal, ou bref. Donc, de la même manière, vous pouvez avoir différents bonus. On pense notamment à le général, qui est le bonus le plus courant pour avoir un meilleur commandement. Notez qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser le commandement du général, c'est une possibilité. Donc si vous avez envie de fuir, vous pouvez choisir de ne pas l'utiliser. Et vous avez ensuite différentes règles qui vous permettent d'améliorer votre commandement. On pense notamment à la règle bande de guerre, qui va augmenter votre commandement par rapport à votre bonus de rang actuel. Bonus de rang, on en parlera dans la vidéo sur le corps à corps. Et vous avez aussi des règles comme vétéran qui permet de relancer tout test de commandement à l'exception du test de morale. Donc une unité vétéran va pouvoir relancer son test pour faire une redirection. Voilà. Regardez la prochaine vidéo. Stratégie d'engagement, tu sais, on leur donne qu'une partie de l'information. Vous voulez avoir la suite? Vous voulez savoir ce qui se passe après? Allez voir la prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on continue. Les mouvements de charge. Donc le choix numéro 2, c'est de poursuivre les fuyards. Donc l'unité mise en fuite a pivoté de 180 degrés, elle a effectué son mouvement de fuite. Et dans ce cas-là, vous allez effectuer votre mouvement. Donc soit avec votre jet de charge, donc mouvement plus le jet de charge, plus les éventuels bonus, vous arrivez à vous mettre en contact, auquel cas vous faites votre alignement normalement. Donc là, exactement comme si vous l'aviez chargé, sauf qu'en général, vous serez sur le dos. L'unité adverse, elle est retirée comme perte, et ensuite vous pouvez faire une reformation gratuite, donc pivoter, changer vos rangs, etc. En cas de réussite d'un test de commandement, encore une fois, si vous êtes vétéran, vous pouvez relancer. Si vous échouez à mettre en contact, vous allez quand même bouger de la totalité de votre jet de charge, donc votre mouvement, le meilleur de vos jets de dés ou le plus bas si vous êtes en terrain diff, plus ces éventuels bonus, donc on rappelle rapide, bonus de croisade, etc. La charge dans ce cas-là n'est pas considérée comme ratée, mais l'unité a fui sans être rattrapée. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux juste nous préciser, parce que ça c'est un point qui est pas si évident, on l'abordera, enfin vraiment c'est moi que je cible quand je dis ça, c'est pas si évident pour un joueur comme moi par exemple, de m'y retrouver dans tous ces termes, comme je dis voilà, il y aura une vidéo spécifique, mais quand ils disent on pourrait effectuer une reformation, reformation c'est la totale, hein, c'est je peux changer mes rangs, je peux me réorienter, C'est ce que tu veux tant que ton centre d'unité ne bouge pas. En gros, pour faire simple. C'est ça, c'est ça. Je te remercie.
Dans les cas des charges d'unités multiples, donc on vous a dit totalement interdit, sauf si on ne peut pas faire autrement. Ça à effectuer simultanément quand vous êtes l'attaquant. Donc si vous avez 3 unités qui chargent une seule unité ennemie, vous allez devoir partager équitablement la zone de contact. Donc en fait, vous considérez que les charges dans ce cas-là sont simultanées et non pas plus les unes comme les autres, comme on l'a dans le cas des charges précédentes. Et vous allez devoir vous placer de manière à ce que ce soit équitable. Donc en gros, vous allez lancer les dés euh, l'un après l'autre, certes, mais vous devez partir du principe que vous allez vous répartir la charge. Alors, est-ce que ça veut dire que systématiquement, même si vous avez une unité qui fait un double as et que l'autre fait son double 6, donc il n'y a qu'une seule unité qui charge, vous devez vous positionner avec une unité qui sera un petit peu dans une zone qui sera dans le vide? En l'état actuel des choses, oui, parce qu'on parle de charge simultanée. Après, voilà, en pratique de jeu, ça tient plus de la convention de jeu qu'autre chose. Quand vous faites des charges contre des cibles multiples, s'il y a mise en contact avec plusieurs unités non évitables, donc comme on l'a dit, c'est le seul cas qui est acceptable pour une charge multiple, les réactions seront individuelles suite à la charge. Donc là, vous avez un exemple d'une unité A qui charge une unité B, une unité C, une unité D. Chaque unité pourra réagir indépendamment. Typiquement, l'unité B peut choisir de fuir, l'unité C peut choisir de maintenir et tirer, c'est là les règles, et l'unité D peut choisir de tenir, etc. Si, encore une fois, la mise en contact est impossible par le chargeant des 3 unités, donc c'est la mise en contact, donc l'alignement complet, les unités ennemies en contact effectueront l'alignement, et dans ce cas-là, seuls ces combats-là seront considérés en charge désordonnée, donc ils n'auront pas le bonus d'initiative. Ça va créer des moments un petit peu particuliers où en fait, vous avez votre unité qui va avoir un bonus d'initiative ou pas selon l'unité contre qui elle frappe. Encore une fois, là, mettez-vous d'accord directement avant de lancer les dés. Parce que autant quand il y a 2 unités, 2 points sont toujours alignés dans un plan. Donc en fait, il y a toujours une possibilité d'avoir 2 alignements, enfin d'être aligné face à 2 unités ennemies. Par contre, 3 points ne sont pas alignés dans un plan, mais sont alignés uniquement dans l'espace. Donc comme on joue pas en 3 dimensions, c'est comme les échecs, là où les mecs ils jouent sur 3 plateaux de haut, là, bisous aux fans de The Big Bang Theory. Mettez-vous d'accord. Encore une fois, mettez-vous d'accord. En mode, voilà, là j'ai l'impression que si je charge, je devrais m'aligner sur tout. Alors quand les unités sont parfaitement alignées, là, comme là sur le schéma de Game Workshop, c'est parfait. Mais malheureusement, dans la réalité, c'est très rare de jouer avec des unités parfaitement alignées. Donc encore une fois, mettez-vous d'accord avec l'adversaire avant de lancer le moindre dé. C'est ça, c'est ça. C'est peut-être un des points... Alors honnêtement, hein, celui qui présente là, avec 3 unités, bon... Ouais, celui qui a déjà rencontré ce cas de figure en partie lève la main. Mais effectivement, avec 2 unités, ça va se retrouver. Franchement, ça va se retrouver très, 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 très facilement. Et du coup, ça va être connexe avec, avec la dernière ou l'avant-dernière slide. Peut-être la dernière, tiens. Ouais, les mouvements. Donc encore une fois, pendant le mouvement de charge, il y a des moments où vous allez pouvoir contacter accidentellement. Alors j'aime bien le accidentel, comme si on découvrait qu'il y avait des figurines. Vous savez, c'est le côté lore. Ah non, mais l'unité était cachée. Oui, mais moi en tant que joueur, je suis omniscient en fait. Je la vois l'unité. Donc, Mais on nous a demandé de vérifier avant la charge. Oui, mais c'est accidentel, Javi. Calme-toi, d'accord? T'as vérifié, tu le sais, mais maintenant tu le sais plus, d'accord? Je sais pas. Il y a des trous de mémoire, évidemment. Donc là, contact accidentel pendant la poursuite. Donc le joueur dont c'est le tour est considéré comme ayant redirigé sa charge. On rappelle, s'il y a une redirection de charge, l'unité chargée peut choisir de fuir ou de tenir sa position. Elle ne peut pas maintenir et tirer. Et c'est quand l'unité est en fuite, donc elle n'est pas rattrapée. Forcément, si vous touchez une autre unité, il n'y a aucun monde où vous arrivez à la fois de toucher parfaitement l'unité. Physiquement, c'est impossible. Vu comment les fuites sont gérées, c'est pas possible qu'une unité ne traverse pas une autre, que vous la touchiez quand même, etc. Bon, bref. Si vous avez donc ce contact accidentel et que le joueur dont c'est le tour n'a pas la possibilité d'effectuer une roue pour éviter le contact, et pour cela devrait rater sa charge initiale, il y a 2 choix. Alors là, pareil, on devient vraiment dans les cas un petit peu particuliers. Soit il stoppe la charge, donc il va rester à 1 pouce de l'unité qui bloque la route. La charge, elle est stoppée, mais pas ratée. Bon, ok. Soit il va continuer sa route. Donc l'unité qui bloque, si elle était en fuite, elle est détruite lors de la mise en contact, sans donner droit à une reformation pour le joueur. Ça, c'est pas un détail. Soit l'unité qui bloque n'était pas en fuite. Traitez cela comme une charge redirigée, et on vous l'a dit, si redirection, déclaration de fuite ou de tenir sa position. Le cas le plus fréquent qu'on va avoir, et ça je l'ai eu lors d'une game récemment entre Lucre, donc un joueur allemand, et un joueur troyen d'un du chaos, Gnome.
où en fait, on a un patron nain du chaos qui doit, en volant, charger au-dessus d'une unité de zombies et en toucherait une autre. Bah, en fait, il a fait un jet de dés catastrophique au niveau de sa charge. C'est un petit peu l'une des signatures de l'équipe de Troyen, c'est de louper les jets de dés très importants et de réussir ceux qui ne servent à rien. Bisous JS. On s'est rendu compte qu'en fait, bah, là, typiquement, avec son mouvement, la charge qu'il a fait, bah, il serait dans le cas d'un contact accidentel durant une charge. C'était une unité de zombie, donc pas en fuite, donc on l'a compté comme une redirection de charge. Si vous pensez qu'on a eu tort au niveau de cet arbitrage, n'hésitez surtout pas. D'accord, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être que la seule question que je me serais... Ouais, c'est vrai qu'il a le vol, donc en fait c'était au milieu, c'est ça, il est arrivé en fait au milieu Ouais, du c'est corps ça. à corps, c'est ça? Ouais, il y a une petite Ouais, question qui se pose. compliqué, très Je pense compliqué que moi très je l'aurais compliqué. géré comme toi, même si le gars jouait contre moi, je l'aurais géré comme toi, ça me semble logique en fait. C'est comme si le gars en fait, il faut s'imaginer un combat un peu fouillis quoi, le gars il est en plein milieu du truc, il va pas stationner, il Ouais, reste c'est pas ça. en Bon, en fait, stationnaire, donc effectivement il engage le combat quoi. on a considéré que le double 2 et 1, c'était un accident. Et que c'est dû à ça qu'il y a eu un contact accidentel. C'est ça, c'est ça. Et j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que, imaginons, tu charges une unité, tu peux pas, comme tu disais tout à l'heure, fermer la porte, comme si c'était un décor en fait, parce qu'il y a une Mhm. autre unité à côté qui vient t'empêcher. Donc t'as fait ta charge vraiment comme il fallait, hein, au plus court, avec ta roue, t'as pas à maximiser pour effectivement éviter l'autre régiment. Mais du coup, tu peux pas venir fermer en fait ton mouvement par cette roue en fait gratuite, parce que sinon tu vas toucher une autre unité durant Ouais. ce mouvement de charge. Est-ce que dans ce cas-là, donc ça va être le cas si tu as une unité plus grande au niveau du front par rapport à l'unité adverse, est-ce que dans ce cas-là, on arrive un peu comme tout à l'heure on a vu avec la règle avec les obstacles naturels, ou est-ce que dans ce cas-là, ça va être en fait au joueur adverse de venir lui s'aligner, et dans ce cas-là, on rentre dans un principe où toi tu seras désordonné, pas de bonus d'initiative, mais c'est à l'adversaire de s'aligner. Est-ce que là on est là-dessus, ou est-ce que c'est un petit peu différent ça encore? On est exactement dans ce cas-là. On est dans le cas d'un contact accidentel durant une charge. Parce que la roue d'alignement reste une charge. Donc par défaut, bah, soit l'adversaire décide de stopper sa charge. Il reste à un pouce de l'unité qui bloque la charge. Qui bloque la route, pardon. Donc la charge est stoppée mais pas loupée. Ou alors il continue et puis après, en fait, on va résoudre ça comme une charge multiple, un petit peu en décalé en termes Ouais. des résolutions. Mhm. Je vois carrément, ouais. Vraiment, le truc que j'aurais appris là en travaillant un peu sur cette vidéo, c'est vraiment cette distinction de, enfin, cette donnée qui est bien précisée, hein, que dès lors que j'ai une mise en contact, charge réussie. Il y a vraiment moi, j'avais vraiment cet état d'esprit-là. Il faut vraiment que je puisse venir m'aligner complètement pour que la charge soit réussie. Et s'il n'y a que la mise en contact et impossibilité de venir m'aligner, en fin de compte, la charge est ratée. Donc, il faut que je revienne un peu sur ce qui s'est passé ou tout ça. C'est intéressant. C'est intéressant. On n'est peut-être pas très habitué. Enfin, personnellement, ça me perturbe un peu, mais c'est intéressant. C'est possible. Bon, bah écoute, je. Je... Slide suivante, et Ouais, je puis je. pense que c'était la dernière. Eh ben ouais, c'était la Ah, dernière. bah super. Parce que tu te souviens, notre condition initiale sur ces vidéos, c'est qu'elle ne fasse pas plus de 20 minutes. Voilà, on est à Donc une on heure est à deux. 1 heure. Voilà. Donc, on va pas tergiverser plus, parce que de toute façon, c'est une playlist, il y aura d'autres vidéos du même type. Mais voilà, si tu veux conclure un petit peu sur le truc, et puis enchaîner, et comme ça, vous allez directement voir la vidéo suivante, qui sera sur les tests de panique, et qui sortira 3 à 4 jours après la vidéo que vous venez de voir. C'est ça. Bah écoute, comme tu dis, je suis tout à fait d'accord. On va pas les embêter plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aidera. Moi, je suis assez content parce que déjà, elle m'a aidé clairement. Et tu sais, le truc narcissique, je vais la revoir de temps en temps. Tu sais. Non, je ne ferai pas ça, c'est horrible. Franchement, c'est regarder, c'est horrible. Mais ouais, j'espère qu'elle vous aura aidé et que on va essayer de tenir le rythme. Enfin, je vais essayer de tenir le rythme surtout, parce que Adrien est très très disponible. Corbac est très disponible, mais moi j'ai un peu plus de mal. Mais voilà, on va essayer d'enchaîner un peu sur les autres vidéos pour pouvoir vous proposer ça rapidement. Et que clairement, quelqu'un qui se mette à The Old World ou qui a envie un petit peu de confirmer en fait sa formation ou qui a des questions puisse regarder ces vidéos. Ça nous ferait très très plaisir que ça aide la communauté. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter merci pour la vidéo, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, partagez, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et puis on se C'est comme retrouve ça. très bientôt. À plus.